Nicolas, tu vas nous parler de Chagall. Tout à fait, Frédéric. Un bonheur pour moi. Je suis un grand fan, à titre personnel, j'adore. Alors comment on organise ça? Comment on commence? Comment on y va? Alors, Chagall, c'est presque un siècle. Alors, il faut envisager ça peut-être en deux temps. D'accord. D'abord, Ok. présenter le peintre. C'est un artiste qui travaille la peinture, mais on le verra dans la deuxième vidéo, sur plusieurs techniques. D'accord. Ok. Donc là, on va s'attacher à l'artiste peintre classique, enfin Sur voilà. toile. Voilà, Dans un sur toile. premier temps. D'accord. Ok, on y va. Et on constatera, tu verras, Frédéric, que son univers de peintre sur toile, c'est un peu le principe du journal intime, Oui. mais également de faire des chroniques du XXe siècle, mais également de remonter très loin dans le temps. Ça a été un grand chroniqueur. Exactement, un grand chroniqueur. Ok, Alors, ok. on a choisi une première image. Oui. C'est son premier tableau conservé. Peut-être qu'il y en a eu d'autres avant, mais ils ne sont pas conservés, on ne les a pas gardés. On est en 1908. Il faut rappeler que Chagall était né en C'est ça. 1887. Il a quel âge donc Ah ben, c'est un débutant. 19 ans, hein. C'est un débutant. C'est un artiste russe qui est né dans une famille juive. Oui. Là où on aura l'occasion de le voir sur ses toiles par moment, l'histoire de cette communauté. Il y a une forte imprégnation de la communauté dans Ah son oui, travail. complètement. Un artiste religieux qui Mm. montre ses origines à travers ses œuvres. Sujet assez dur, puisque le thème s'appelle la mort. On voit son quartier. Il est né dans une grande ville, maintenant c'est la Biélorussie, ça s'appelle Vitebsk. Mais on a l'impression ici d'être à la campagne. Petite maison de bois, c'est une famille très pauvre. Et au matin, ils sont réveillés par les cris d'une femme qui hurle dans la rue, son homme est mort. Et on y voit le cadavre allongé au sol, Ouais. avec ses petites lumières. Et on aura l'occasion de voir que les lumières sont souvent des éléments récurrents chez Chagall. C'est quoi? Souvent la lumière La qui vie, brille. l'espoir, il y a ça? La dedans vie, l'espoir, l'éclairage, et puis certainement aussi une notion divine autour de La Renaissance, la lumière mystique. Ouais, d'accord, ok, d'accord. Très bien, c'est sombre, c'est sombre. C'est très sombre. Mais il y a déjà dans le haut de l'image un petit personnage qui joue du violon sur le toit. Chagall, toute sa vie, va baigner dans la musique, la danse et les chants. Alors, il mélange tout ça, hein, il mélange les arts. Hein. Il mélange, Chagall, voilà, tout à fait. Et ici, c'est peut-être une référence à la littérature, qu'il apprécie beaucoup. On verra qu'il illustrera d'ailleurs des ouvrages. Un oncle chantait à la synagogue, un autre jouait du violon. Donc effectivement, se mélangent plusieurs références, à la fois bibliques, familiales, littéraires. Chagall n'explique pas beaucoup ce qu'il fait. Donc il nous sème des indices à chaque fois, et chacun peut y puiser, y lire et décrypter un petit peu sa biographie et puis des thèmes plus larges. C'est une symbolique assez universelle qu'il utilise en fait. Hein. Voilà, tout à fait. C'est un langage qui va au-delà. En partant de son intimité, il arrive à développer sur quelque chose de beaucoup plus large, comme tu le dis bien, qui peut toucher chacun d'entre nous. C'est certainement une des clés de son succès en fait, universel aussi. Voilà, tout à fait, de sa notoriété très grande. Peinture très sombre, il n'est pas encore allé à Paris à ce moment-là. Mais il a pris des cours chez un grand artiste, Léon Bax, qui lui était allé à Paris et qui a travaillé avec les ballets russes, avec Diaghilev, avec des musiciens, avec des chorégraphes. Et dans cette académie où il apprend la peinture à Saint-Pétersbourg, il y a d'autres élèves, notamment un futur grand danseur qui s'appelait Nijinsky. Et encore une fois, peinture, musique, danse sont mélangées dans l'univers créatif du jeune artiste. Ok, très bien. Donc première référence. Deuxième tableau, alors complètement différent, on a l'impression ici d'avoir un autre artiste. On pourrait même penser à un tableau de Matisse. Oui. Quel âge là il a? Alors là, il revient de Paris, on est exactement en 1916. 1916, la date est intéressante parce qu'il a passé 3 années à Paris. Il revient au moment de la Première Guerre mondiale. On est en pleine guerre mondiale. En 14, il revient à Vitebsk, parmi les siens. Il épouse Bella, qu'on voit ici sur ce tableau, attablée en train de manger des fraises. Là aussi, il y a une symbolique assez érotique autour du fruit rouge. On y voit d'ailleurs le lit en haut à droite. Et il a épousé Bella, et ils viennent d'avoir leur enfant, leur fille unique, Ida, qu'on voit tout au bout de la table. Qui trône là-bas. Alors effectivement, par rapport à la mort, le tableau qu'on vient de regarder, très sombre, l'influence de l'école de Paris, sans doute, lui éclaircit la palette. Il a regardé Matisse, comme on le disait, il a peut-être aimé les peintures de Pierre Bonnat, pour cette intimité familiale, le bonheur de famille, les peintres nabis également. On aura l'occasion de voir qu'il regarde beaucoup chez les autres. C'est un grand historien d'art aussi, Marc Chagall.
Voilà, donc ce tableau qui montre une évolution très nette du style de notre artiste. Très bien. On continue, et là on avance un petit peu, Frédéric, tu vois, on est en 1931. Ouais. Il est reparti de Russie en 1922, pour deux raisons principales. D'abord parce qu'il veut rentrer à Paris, c'est la capitale mondiale de l'art. De l'art, ouais. Qui ne voudrait pas aller à Paris à cette époque, quand on est artiste? La deuxième raison, elle est politique. Il ne s'engagera pas dans la propagande russe dictée par le régime communiste. Et donc on peut parler d'un exil politique, certainement, au même titre que Picasso. Ok. Il ne reviendra pas en Russie pendant exactement 51 ans. Très tard, en 1973, à la fin de sa vie, il est invité pour des réconciliations avec le pays. Alors là, on a devant nous une peinture qui s'appelle Jérusalem, le fameux mur des Lamentations. Ouais. On est en 1931 et il fait son premier voyage, une sorte de pèlerinage pour lui, un retour aux racines dans une ville des trois religions d'ailleurs. C'est un artiste qui va souvent montrer des parallèles, créer des passerelles entre les communautés et les religions. Et effectivement, quand il s'arrête à Jérusalem, on y voit face au mur les Hébreux en train de psalmodier. Là aussi, il y a la musique, il y a l'oralité très importante, mais il prend la liberté d'ajouter en bas à droite et en haut de musulmans également. Et si on a grandi dans l'image, on y verra également une Vierge à l'enfant au premier plan. Ça, tu me montrais, ça c'est en transparence. Voilà, en filigrane. Voilà, en filigrane. Qui n'est pas vraiment effacée, mais qui est encore présente. Style beaucoup plus réaliste. Là, on touche au sacré, et il est dans un style beaucoup plus figuratif. On verra Chagall partir dans une manière de faire qui ne sera pas le surréalisme, qui sera la grande mode du début du XXe siècle, mais plutôt dans un côté surnaturel, associer différents éléments de mondes existants, mais qui ne partent pas dans des délires comme l'ont pu le faire Dali ou Buñuel dans le cinéma. Ok. Le tableau suivant, c'est une image également très musicale, le joueur de chauffard. Alors cet instrument de musique qui existait déjà depuis l'Antiquité, c'est une corde de bélier taillée et qui produit un son rock très puissant. Au Moyen-Âge ou pendant l'Antiquité, les cités communiquaient grâce à ce son très puissant. Maintenant, il est utilisé beaucoup plus pour les rites religieux. Donc c'est une image qui convoque la musique, par le son de l'instrument, mais également l'oralité de la prière, avec ici le rabbin au premier plan, et son livre ouvert. Je pense qu'on peut préciser maintenant que Chagall, par rapport à son univers pictural, est très marqué par le religieux et la famille du judaïsme à laquelle il appartient, qui s'appelle le hassidisme. Et chez les hassidiques, pour communiquer avec Dieu, ils utilisent justement beaucoup la musique, le chant et la danse. D'où cette présence quasi continuelle. Omniprésente finalement. Conjuguer sa foi, sa pratique religieuse avec beaucoup de conviction, mais également incarner une image artistique qui est liée aux arts du spectacle. Très bien. Très coloré déjà. On voit que de la couleur ne le lâche plus. Ça vient, ça arrive. On voit les bleus, les fameux bleus qui arrivent, et puis les lumières. C'est très coloré ça aussi. Cette peinture, elle est une toile qui montre le roi David. Il a réalisé un cycle très important, puisqu'en tout, la série comporte 17 peintures sur le message biblique. Et quand il termine cette série, il décide de l'offrir à l'État français. Et ainsi, on crée un musée Chagall à Nice en 1973. Et ce tableau donc, nous montre la figure magistrale de David, avec sa couronne dorée, son manteau écarlate, la lyre, les remparts de Jérusalem qu'on voit en bas à droite. Mais Chagall commente également cette peinture, cette histoire biblique. On le voit apparaître en haut de l'image, à droite, en train de peindre un tableau, avec derrière lui le fameux thème du juif errant, sur lequel on reviendra tout à l'heure, à côté d'un coq également, on y reviendra sans doute tout à l'heure. Et puis en bas à droite, il y a un prophète, le prophète Isaïe. Isaïe n'est pas n'importe quel prophète. Il écrit un livre qu'on voit ici ouvert, qui fait justement le lien, comme on le disait il y a quelques minutes, entre l'Ancien et le Nouveau Testament, c'est-à-dire la culture juive vers celle des chrétiens. Et de ce livre ouvert d'Isaïe, on y voit une nuée ascendante, il y a souvent cette légèreté dans la peinture de Chagall, deux corps de femmes. Celle avec ses cheveux bleus, on va en regarder un portrait juste après, c'est Bella.
Bella Rosenfeld, sa première Ça, épouse, je peux imaginer. celle qui mangeait les fraises. Dans Mmh. le tableau, il y a Il quelques est son instants. premier enfant. Mais Bella est morte en 44 et le tableau date de 51. C'est-à-dire que c'est un hommage posthume. Régulièrement, il lui fait une référence dans la peinture. Avant de mourir, elle a écrit un livre qui s'appelle Lumière éclairée. Encore une fois, on y voit le chandelier, si cher à l'artiste. Et qui est une symbolique forte aussi. Hein. Une symbolique forte, symbolique religieuse, oui, mais également ici une référence familiale, Ouais, d'accord, ok. maritale. Magnifique, c'est magnifique. Et le deuxième personnage, avec ses cheveux rouges, eh bien c'est sa nouvelle épouse, Virginia. Il les met toutes les deux côte à côte. Oui, tout à fait. Sur ce tableau ici, Virginia, elle a la raison d'être, puisque elle lui a donné un fils, dont tu vas deviner le prénom, très simplement. On a le grand roi David de l'Ancien Testament, mais on assiste aussi d'une certaine manière à la venue, en haut de l'image, du fils de Chagall qui s'appelle David. David. Également. Qu'on connaît, parce que c'est un compositeur, un musicien, un guitariste. Ah, c'est un très grand artiste également, un écrivain qui a d'ailleurs David McNeil. Sur son Voilà, père. Voilà, David McNeil, il porte le nom de famille de sa maman. Et donc ici, effectivement, dans cette manière qu'il a de procéder à des rassemblements d'histoires ou de mondes différents, parfois assez éloignés, ici, on peut même deviner derrière les remparts de Jérusalem la cité de Saint-Paul-de-Vence, où l'artiste a décidé de s'installer après la Deuxième Guerre mondiale. Il mélange tout. Il mélange tout surtout. Hein. Voilà, tout à fait. Il assemble ce qu'il aime. Il assemble, il mélange aussi des couleurs très vives, encore une fois. Le jeu des complémentaires ici, qui est assez formidable, qui crée ce rythme entre le rouge et le vert, c'est-à-dire le rapport de David à Isaïe, mais également le jaune solaire et le violet des remparts de Jérusalem. Voilà, toile vraiment exceptionnelle. Exceptionnel. Lumière. Un tableau dont il ne se séparera jamais de toute sa vie, malgré les nombreuses demandes, Les Amoureux en vert, qui date des premières années du mariage. Donc on est en 1900, c'est un autoportrait du couple. Chagall, j'ai envie de avec Bella, c'est Bella là. C'est Bella, c'est même Bella et Marc. On sent qu'il y a une prédominance de la femme dans son couple, qu'il met en valeur. Il y en a un autre qui est très proche, Les Amoureux en gris, où on le voit également, littéralement, se jeter aux pieds de sa bien-aimée. Très intéressant cette image, parce qu'encore une fois, on a un style différent, par rapport aux quelques images précédentes qu'on vient de regarder. Tradition, cette image montre qu'il aime à regarder les icônes, chez les orthodoxes en Russie, dans cette manière d'avoir des fonds unis, des visages fixes, immobiles, le fond vert qui rappelle la malachite, une pierre qu'on utilise beaucoup en Russie dans la décoration. Donc effectivement, il s'inspire d'une tradition locale. Mais modernité. Modernité parce que dans les fonds, nous avons des formes géométriques. Et en ce moment-là, oui, tu vois, c'est rectangles, c'est triangles, c'est carré, c'est cube, on peut dire. Voilà, ouais, ça, on a envie. On est en plein dedans, c'est le cubisme, ça sent, il est allé à Paris, et là, le cubisme... Sa chevelure aussi, tu vois, il y a des éplats... Alors dans la chevelure, c'est intéressant, moi j'y vois des gens un peu la mise en page de l'art déco, avec ce type de femme des années folles à la garçonne. Cheveux courts, c'est drapé géométrique, un peu ce que fera une artiste comme Tamara Lempicka, par exemple. Il est revenu en Russie à ce moment-là, et en Russie c'est la même chose, les avant-gardes, avec des artistes très radicaux, comme Malevich, qui peignent des carrés de couleurs sur des fonds unis. C'est pas son truc, Chagall, mais il regarde, ça l'intéresse, et l'école d'art qu'il crée à Vitebsk, dont il est directeur, eh bien il invite ces jeunes artistes d'avant-garde à participer à cette aventure. Donc effectivement, c'est un tableau qui est à la jonction entre deux univers, encore une fois, deux mondes différents se rejoignent, la tradition et la modernité. Alors j'ai choisi de te montrer ce tableau suivant. Ah, ça c'est un peu Chagall, non? Ah oui, ça c'est vraiment la grande expression de Marc Chagall, tout à fait. Qui va nous permettre, ici ce tableau s'appelle Dimanche. On est en 1952, et là effectivement, le vocabulaire qu'il crée, il y a un langage Chagall qui est tout à fait unique, fait de motifs qui reviennent invariablement, notamment le fameux couple qu'on vient de regarder. Le couple, ce côté un peu naïf, un peu angélique aussi. Cette liberté totale, comme dans le dessin des enfants les plus jeunes.
qui prennent la liberté par rapport à la perspective, Les proportions. au jeu des couleurs, Oui, des tout à fait. proportions, hein, le bonhomme qui peut être 10 fois plus grand que l'habitation. Ouais, tout à fait. Et effectivement, ce tableau montre quelques-unes des géographies de l'artiste. On voit en haut, c'est Vitebsk, hein, avec son clocher tout à fait traditionnel, comme on peut le voir en Russie. Ok, ouais. Mais on voit surtout Notre-Dame de Paris en bas, associée à la Tour Eiffel, qui reviendra très souvent. Alors d'ailleurs, il le dit, Paris, c'est ma deuxième Vitebsk. Ça sera la ville de son cœur. On peut dire que c'est sa terre choisie. Mais on a dit, il a dû repartir une première fois de Paris en 14, au moment de la Première Guerre. Et il va devoir repartir une deuxième fois de la France au moment de la Deuxième Guerre et de l'arrivée du nazisme. Et à ce moment-là, il va aller aux États-Unis, durant les années 40. On voit rarement dans ces images les États-Unis. Ça peut arriver, mais c'est plus rare. Juste un exil, quoi. Voilà, c'est ça, une parenthèse qui se termine dramatiquement avec la mort de Bella, justement. Mais il y a également, à droite, ici on devine la Provence et le village qu'on vient de regarder avec le roi David, Saint-Paul-de-Vence. Saint-Paul-de-Vence. Donc effectivement, son itinéraire finalement se lit. Tout là, hein. Tout est là, ouais. Tout est là, toute la vie est là, toute son histoire, dans une seule et même peinture. Alors ce tableau, qui s'intitule La chute de l'ange. C'est magnifique. La chute de l'ange, c'est un tableau magnifique, Ah. qui montre un autre versant de Chagall. Chagall préfère montrer l'amour et la lumière qui brille, mais c'est pas quelqu'un qui cache les réalités. Et les grandes souffrances qu'il a connues durant toute sa vie, liées aussi bien à ses appartenances judaïques, il faut rappeler les pogroms qu'il a subis dès l'enfance. Ouais, il était dans la période la pire. Enfin, voilà, l'interdiction de circuler librement dans son propre pays, les deux guerres, la montée du nazisme. Quelquefois, ce sera évoqué. On va parler plutôt de suggestion, parce qu'effectivement, tout sera subtilement mélangé dans l'univers de Chagall, où chacun retire finalement les références. Les références. Tout à fait. Ouais. La chute de l'ange, c'est un tableau commençant en 1923. D'accord, entre deux guerres. Hitler essaye d'arriver au pouvoir. Il fait un putsch à Munich, ça rate, mais pendant les quelques mois de prison, il écrit Mein Kampf. Et cet antisémitisme de la part des nazis, il le ressent très fortement comme un danger de plus en plus menaçant, qui arrive au loin, un peu comme dans le bas à droite de l'image ici, où tu vois le feu qui commence à apparaître. Et quand il montre le Christ, alors on regardera le Christ avec une poterie dans une autre vidéo, le Christ, il est pas seulement pour les chrétiens, pour lui. C'est un personnage qu'on voit dans les trois religions. Chez les musulmans, c'est l'avant-dernier prophète. Chez les juifs également, d'ailleurs il porte le châle du rabbin, ici le fameux talut, c'est un personnage qui signifie pour lui la souffrance humaine, la violence, la barbarie. Donc dans les sujets violents, tu reverras souvent apparaître le Christ, qui est un indicateur de ce drame. Un marqueur un peu. Un marqueur, voilà. Une sorte de sismographe. Ouais, c'est ça. Et là, ici, tout nous montre la chute du monde, parce que finalement, c'est une allégorie. Il part du prétexte biblique pour nous montrer une image du chaos moderne dans lequel il sent le monde en train de se plonger. L'horloge de la maison familiale sur l'aile de l'ange, elle est souvent montrée. Oui. Mais ici, elle est en train de se casser la figure. Oui, mais elle est toujours un peu en lévitation, enfin souvent. Hein. Oui, ici, le temps déraille, d'une certaine manière. D'accord. Dans la couche de peinture, quand il a des sujets plus violents, tu verras, il griffe avec le manche du pinceau. Là, il adopte une technique aussi violente pour s'accorder au sujet agressif, entre guillemets. Par la musique aussi, il arrive à indiquer qu'on est dans une certaine violence. Le violon. Le violon, là, qui est l'instrument de prédilection de la culture juive. Oui. Une corde est cassée. D'accord. Il suffit de casser une corde et l'harmonie est rompue. On a bien compris le sens. On y voit juste en dessous de ce violon le petit juif errant qui fait souvent son apparition, avec son baluchon, toujours l'errance, le nomadisme, l'exode, bien sûr. Et puis le rabbin qui vient ici et qui montre, qui protège plutôt le texte saint de la Torah. Ce tableau, il est repris en 1947, juste après la Deuxième Guerre. Il aime comme ça revenir, rajouter des éléments, un peu comme quand je disais un journal intime.
compléter D'accord. Ah, ok. régulièrement. Ouais, c'est très clair. Très, très clair. Voilà pour cette première partie. On se retrouve pour parler de notre dimension de l'art de Chagall. Alors Chagall, effectivement, on aura l'occasion de voir comment finalement ces sujets qu'il traite sur toile, il va leur donner du volume, Voilà. du relief dans d'autres outils, avec d'autres matériaux, et notamment le bonheur qu'il a de travailler avec des artisans. Très bien, on en reparle dans la prochaine vidéo. À tout de suite.